Bonjour et bienvenue dans les interviews Impact, lieu d'échange et de rencontres avec des intervenants de grande qualité venus des quatre coins du globe qui impactent le monde d'aujourd'hui, chacun à leur façon propre. Des moments hauts en couleur, en prise de conscience, en positivité et en bonne humeur sont garantis. Je me présente, Yannick Drico, je suis la créatrice et l'animatrice de ce podcast qui sera en diffusion sur ma chaîne YouTube ainsi que sur vos plateformes préférées de podcast. Sans plus attendre, je vous propose de plonger dans l'univers de notre intervenant du jour. Aujourd'hui, vous allez découvrir le parcours passionnant de Virginie Chastel, qui est créatrice et fondatrice des Sommets de l'écologie relationnelle. Épisode des interviews Impact, aujourd'hui je reçois Virginie Chastel. Alors Virginie Chastel, elle a un rêve, c'est élever les fréquences de l'humanité. Et elle va nous parler aujourd'hui de ce qu'elle met en place pour élever les fréquences de l'humanité. Bienvenue Virginie. Merci pour l'accueil Yannick, avec plaisir d'être avec toi et avec tout le monde. Alors Virginie, explique-nous un peu donc ton rêve d'élever les vibrations du monde. Comment tu le mets en place au quotidien? Déjà, ce que je veux dire vraiment en point de départ, c'est que j'ai bien conscience que je ne vais pas y arriver toute seule, hein. Donc déjà, je n'ai pas cette ambition-là de me dire que toute seule, je vais y arriver. Je pense qu'aujourd'hui, on est plein de gens en fait qui ont cette envie-là. Et donc moi, j'ai compris assez rapidement qu'on pouvait faire ce genre de choses et on pouvait changer le monde finalement, que si on s'y mettait tous ensemble. Donc à un moment donné, je me suis dit, je vais aller choisir les personnes avec qui je veux faire ça, choisir les personnes avec qui je travaille. Et c'est vrai que ça a été possible aussi en devenant entrepreneur, en quittant finalement un emploi dans lequel je ne pouvais pas choisir les personnes avec qui je travaillais. On y reviendra peut-être, mais voilà, aujourd'hui, je le fais avec des sommets en ligne, voilà, créer des connexions avec d'autres entrepreneurs. En général, ce sont aussi des entrepreneurs qui ont les mêmes valeurs que moi, et donc on se réunit autour d'une thématique, et puis on va partager des choses pour impacter, hein, comme tu le fais aussi aujourd'hui avec tes interviews Impact. Essayer non pas de convaincre les gens, mais de toucher des gens voilà, qui déjà ont peut-être une sensibilité. Donc l'idée, c'est vraiment pas d'aller convaincre, mais c'est d'aller partager avec des gens chez qui l'étincelle a commencé à s'allumer. Et voilà, en gros, si je résume, voilà, vraiment, qu'est-ce que je fais? C'est ça, autour d'une thématique que j'ai appelée l'écologie relationnelle, qui moi me parle énormément et qui n'est pas juste les relations interpersonnelles. Pour moi, l'écologie relationnelle, c'est vraiment d'harmoniser ses relations avec les autres, bien sûr, mais d'abord avec soi-même et après avec le monde. Et donc, voilà, je tente d'élever à ma manière les fréquences de l'humanité. Et je crois on est pas mal à avoir cette ambition-là et cette audace aussi. Donc, je pense qu'on est sur le bon chemin. Et c'est ce que tu fais aussi avec tes entrevues. Donc, Oui, tout à fait. merci de faire partie de ces gens, comme dit Martin la Tulipe, qui ont le courage de vouloir bâtir un monde meilleur. Oui. Alors, justement, toi, tu le disais, donc tu crées des sommets en ligne. Ça fait déjà 2 ans, enfin 2 années que tu crées le congrès d'écologie relationnelle. Et puis, auparavant, tu avais fait un parcours dans l'éducation nationale. En fait, tu étais professeur des écoles, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, ouais. Et du coup, Donc, comment ça t'est venu, le fait de vouloir créer des sommets en ligne? Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu envie de faire, ou ça t'est venu petit à petit en te demandant par quels moyens tu pourrais justement avoir ce lien, cette connexion avec les autres? Mmh. Mais en fait, au départ, j'ai pas du tout cette idée-là. Quand je suis enseignante, voilà, moi, je travaille avec mes élèves, hein, donc c'est des petits sommets tous les jours, hein. Tout à fait, oui. Moi, j'ai beaucoup enseigné en école maternelle, et c'est vraiment l'endroit où je me sentais le plus à l'aise, parce que c'était l'endroit où je me sentais le plus libre, en fait.
le plus libre de choisir la pédagogie qui me plaisait, dans laquelle je me sentais bien. Moi, j'ai un parcours d'abord de directrice d'école. J'ai commencé en tant que directrice d'école et aussi en tant qu'enseignante, puisque quand tu es directeur d'école, tu es aussi enseignant dans une classe. J'ai fait ça pendant 9 ans. Puis à un moment donné, j'ai arrêté la direction d'école parce que c'était assez lourd à gérer. Puis j'avais l'impression de mal faire la direction, de mal faire mon travail en classe. Donc à un moment donné, j'ai arrêté. Puis je suis arrivée dans une école maternelle, juste à côté de chez moi. Le hasard a fait que je suis arrivée juste à côté de chez moi, dans l'école où mon fils rentrait aussi en petite section. J'y ai travaillé 4 ans. Ça a été vraiment... j'ai passé des années magnifiques d'enseignement, mais à un moment donné, quand on veut... J'ai envie de dire... Alors maintenant, il y a des choses que je peux dire parce que je ne suis plus dans l'éducation nationale et que je ne suis plus fonctionnaire, mais jusqu'au 31 août 2021, j'étais encore fonctionnaire et donc j'avais un devoir de réserve que je n'ai plus trop aujourd'hui, on va dire. Enfin, je suis assez libre de mes paroles maintenant. Mais en fait, dans l'éducation nationale, alors je ne veux pas faire de généralité, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Plus on en fait, plus on veut bien faire, plus on veut innover, plus on s'attire des jalousies, des critiques, ça ne plaît pas, parce qu'on essaie de secouer un peu le système. Et donc, à un moment donné, je suis arrivée au bout de ce que je pouvais faire. Ça se passait très bien en classe, ça se passait très bien avec une super collègue de maternelle, mais ça ne se passait pas bien avec la directrice de l'école, ça ne se passait pas bien avec l'inspecteur, ça ne se passait pas bien avec le maire de la commune où j'avais été aussi élue, où j'avais démissionné. Bon, enfin bon. Il y a des choses qui se sont un peu mélangées et je me suis retrouvée à frôler le burn-out parce qu'à un moment donné, je voulais trop bien faire mon travail et ça dérangeait. Donc, il a fallu qu'on me mette à terre, en fait, quoi. Qu'on me mette à terre et c'est ce qui s'est passé. Et je suis partie de cette école. Je suis partie de cette école sur un poste de remplaçant. Et là, je me suis dit, il faut que je quitte cet environnement-là. Il faut que je quitte ce système-là qui en fait me détruit. Ou plutôt, à l'époque, je disais qui me détruit. Aujourd'hui, je pourrais dire où moi, je me laissais détruire. Parce qu'à ce moment-là, je suis vraiment dans ma position de victime, quoi. Je suis victime d'un système qui ne veut pas de moi. Donc, je suis aussi en colère. Je suis déçue, je suis triste. J'ai l'impression qu'on me coupe les ailes. Je dis bien j'ai l'impression parce qu'en fait, ce n'est que ma façon de voir les choses à ce moment-là. Et aujourd'hui, si c'était à revivre, je ne le vivrais pas de la même façon. Mais c'est aussi très bien que ça se soit passé comme ça. Et c'est aussi très bien qu'à ce moment-là, je n'avais pas suffisamment de recul pour continuer, parce que sinon, je ne serais pas en train de faire ce que je suis en train de faire. Donc, tout est toujours parfait. Mais ça a été des années très, très dures parce que autant je savais qu'un jour, j'évoluerais dans l'éducation... Enfin, je voulais évoluer, moi, dans l'éducation nationale. Je voulais devenir formatrice pour les enseignants parce que je ne me voyais pas à 60 ans enseigner à des petits bouts de 3 ans, quoi. Je me suis dit, à un moment donné, de toute façon, il faudra que je change de travail. Mais je le voyais en restant dans l'éducation nationale, en évoluant en tant que formatrice. Mais quand j'ai vu que déjà, moi, je n'étais pas acceptée la façon dont moi, je voulais travailler, je me suis dit, en fait, je ne vais pas pouvoir former des gens avec, avec des idées, avec des valeurs que je ne partage pas. Donc, tout d'un coup, tu vois, ce rêve-là de devenir formatrice dans l'éducation nationale, il s'est réduit. Parce que je me dis, c'est pas possible, je vais me sentir trop contrainte, trop prisonnière, tout ça. Donc, je me dis, oui, il va falloir que je fasse autre chose, mais je ne pensais pas partir aussi vite. Honnêtement, je m'étais dit, quand mon fils rentrera au collège, je penserai à une reconversion. Mon fils est rentré au collège cette année. Donc, tu vois, je suis partie 4 ans plus tôt et je pars sur un poste de remplaçante en sachant pas ce que je vais faire de ma vie, en fait, quoi. Et les hasards de la vie ont fait qu'une ancienne maman d'élève me parle de l'immobilier. Je lui dis, pourquoi je pourrais pas aller essayer un métier qui n'a rien à voir avec ce que je faisais? Ça va me faire prendre l'air. Et donc, je me forme pendant mon année de remplacement et je pars en disponibilité. Ensuite, je demande une disponibilité. Donc, c'est comme un congé sans solde, hein, et qui m'est accordé. Normalement, on ne nous l'accorde pas forcément dès la première demande, mais je pense que quand ils ont vu mon nom, ils se sont dit « Ah, on va pouvoir s'en débarrasser, on va la laisser partir ».
Je ne sais pas si c'est ça. Là, c'est moi qui Oui, romance oui, un peu le truc, extrapole, oui. mais peut-être que, hein, c'est aussi possible. Hein. Parce que j'avais eu quand même j'avais été pendant l'année où ça avait été difficile, j'avais été convoquée par le directeur académique qui après signe les mises en disponibilité. Donc c'est probable que quand il a vu mon nom, il s'est dit on va s'en débarrasser. Et donc je pars travailler dans l'immobilier. La première année, ça se passe super bien. La deuxième année de dispo, un peu moins bien. Parce qu'autant la première année, j'ai des clients qui me tombent de je ne sais où, tout se passe hyper bien. Puis la deuxième année, il faut aller les chercher. Et là, j'y arrive pas. Et on doit être en novembre 2019. Et là, je veux plus faire ça, en fait, quoi. Je me dis, mais en fait, ça ne me convient pas. C'est pas non plus mes valeurs, la façon dont moi, je veux travailler. Parce que là aussi, je voulais révolutionner le monde de l'immobilier. Bon, voilà. Et du coup, je me heurte aussi à des réseaux qui m'arnaquent. Enfin, bon, donc, je me retrouve un peu sans argent. J'ai plus d'argent de côté. J'ai quasiment plus d'argent pour payer ma maison. Et puis, j'y arrive plus. Et honnêtement, à ce moment-là, je pleure. Je pleure et je dis à mon conjoint, je ne veux plus y aller. Je ne veux plus faire ça. Et il me dit, oui, mais ma grande, c'est toi qui as voulu te reconvertir, quoi. C'est toi qui as voulu une dispo, il va falloir que tu te bouges les fesses, quoi. Et là, à ce moment-là, concours de circonstances, il n'y a pas de hasard, je vais quand même pour me renseigner sur ma troisième année de disponibilité. Parce que quand je prends ma disponibilité, je sais que normalement, j'ai droit à 3 ans, mais tu demandes 1 an et puis c'est renouvelable, quoi. Oui. Et donc là, je vais quand même chercher le papier pour faire la demande de disponibilité, mais en même temps, j'ai quasiment plus d'argent, mais en même temps, je ne veux pas reprendre dans l'éducation nationale. À ce moment-là, je dis non, mais moi, je ne veux pas y retourner dans cet asile de fous. Enfin, vraiment, je suis en réaction, quoi, au système. C'est vraiment les mots que j'utilise, hein, à ce moment-là. Et je vais chercher quand même le document, en fait, pour faire ma demande de disponibilité en me disant, je vais demander quand même une 3e année, mais par contre, il va falloir que je trouve autre chose à faire parce que dans l'immobilier, je n'y arrive plus, quoi. Et là, je récupère donc la circulaire et là, je vois que la circulaire dit, donc les règles avaient changé entre-temps, que dorénavant, les disponibilités pour convenance personnelle, ce que j'avais demandé, seront limitées à 1 an. Et moi, j'étais déjà dans ma 2e année. Et là, c'est le choc. Et c'est là où je me mets à pleurer encore plus en me disant, mais c'est pas possible, quoi. Je peux pas demander une nouvelle dispo. Donc là, en fait, j'ai 2 choix. Soit je démissionne, soit je reprends dans l'éducation nationale. Là, il n'y a plus de dispo possible, en fait, quoi. Donc, je ne peux même pas me dire, je vais demander une 3e année de dispo, puis je vais essayer de trouver un autre boulot pour ramener des sous. C'est là, un choix doit se faire, quoi. Mais là, je me dis, mais je ne peux pas démissionner parce que je suis quand même fonctionnaire. Donc, j'ai un salaire assuré, j'ai une retraite assurée, j'ai une sécurité de l'emploi. L'immobilier ne me plaît plus. De toute façon, je n'y arrive plus parce que tu sais, des fois, ça ne te plaît pas, mais tu y arrives. Donc, tu dis, je vais quand même continuer. Je vais un peu me forcer, mais non seulement j'y arrive plus, ça ne me plaît plus. Et là, je suis face à ce choix-là entre, tu sais, c'est la peste ou le choléra, quoi. Tu te dis, mais je veux choisir aucun des deux. Et là, tu te dis, oui, mais tu vas devoir choisir. Et là, je te dis, pendant toute une journée, je cherche quel boulot je vais pouvoir faire. Mais je ne trouve rien, en fait. Parce qu'à ce moment-là, je gagne quand même, en tant qu'enseignante, 2 000 € par mois, un métier que je sais faire. Et je me dis, mais là, tu es en train de mettre en balance un métier que tu sais faire avec 2 000 € par mois et avec un boulot où tu vas devoir, un boulot alimentaire où tu irais bosser 35 heures à 1 300 ou 1 400 €. C'est pas possible parce que moi, j'ai un conjoint de pompier, je dois gérer les enfants, je dois être présente pour eux, les récupérer à l'école, tout ça. Et là, je finis par me dire, OK, il va falloir que j'y retourne. Et là, c'est très difficile pour moi, ce choix-là, à ce moment-là, parce que je me dis, OK, il va falloir que j'y retourne, mais ça ne va pas être dans n'importe quelle condition. Je ne peux pas retourner dans une classe où je sais comment je suis, c'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir ne pas m'investir à fond. Parce que si je ne m'investis pas à fond, je ne vais pas être fière de moi, je vais me dire que je fais de la merde, quoi, et je vais souffrir, en fait. Et je n'ai pas envie de retourner dans une école parce que je n'ai pas envie de retourner avec des collègues qui ne vont... J'avais plus envie de créer une relation à long terme, quoi. Donc, là, à ce moment-là, les hasards de la vie font que
j'ai encore deux maisons que je suis en train de vendre. Et je discute, c'est une maison dans mon village d'ailleurs, et je discute avec les propriétaires et la propriétaire qui à ce moment-là est en arrêt, mais qui était directrice d'un établissement spécialisé avec des enfants avec handicap, et qui me dit, mais tu sais, tu pourrais reprendre parce que du coup on se tutoyait, on se connaissait, elle me dit, mais tu sais, tu pourrais reprendre dans un institut spécialisé. Elle me dit, moi je trouve que ça t'irait bien. Il faut savoir que moi, dans mon histoire, mon père est éducateur spécialisé. J'ai quasiment vécu à côté d'un institut médico-éducatif avec des enfants déficients mentaux, et j'ai travaillé tous mes étés d'étudiante dans un établissement avec des enfants déficients mentaux. Donc, tu avais déjà je voulais pas au départ ouais. Voilà, j'avais cette expérience alors j'étais considérée comme stagiaire quand j'y travaillais l'été, mais c'était pour faire pour rajouter comment dire, je rajoutais du personnel, tu vois, qui encadre les jeunes pendant les vacances, où on n'est plus sur de la scolarité, où là, c'est que des éducateurs qui gèrent. Donc, j'avais déjà cette expérience-là, et c'était une très belle expérience. Et moi, j'ai aucun problème à travailler avec des enfants handicapés. Enfin, vraiment, et puis j'aime ça, quoi. Mais je n'avais pas voulu en faire mon métier. Donc, j'étais ni devenue éducatrice, ni institut spécialisé. Mais là, je me dis, OK, d'accord. Je réfléchis au truc et je me dis, je n'ai pas envie de retourner dans le système classique. J'ai envie d'être dans un endroit où je vais être plutôt libre. Dans l'éducation spécialisée, tu as plus de liberté parce que tu t'adaptes vraiment à chaque enfant, quoi. Et là, je décide que oui, je vais reprendre. Je ne sais pas pour combien d'années, mais que je vais reprendre dans un institut. Alors, du coup, ça s'appelle un ITEP, Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique. Et j'obtiens un poste à 15 minutes de chez moi, avec des adolescents, alors pas déficients mentaux, mais en décrochage scolaire, avec que des éducateurs. Je suis quasiment la seule enseignante dans la structure. Et je vis cette année-là très bien, mais en même temps, j'ai prévu ma sortie de l'éducation nationale. Donc, je me suis fait coacher, j'ai trouvé un coach en lui disant, voilà, je vais reprendre dans l'éducation nationale, mais il faut que tu m'aides à remettre de l'ordre dans mes idées parce que je ne reprends que temporairement. Je ne sais pas combien de temps, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, je ne savais pas. Je me donne 5 ans, en fait. Je me dis, dans 5 ans, je serai repartie, quoi. Bon, je suis repartie au bout d'1 an. Je spoil un peu le truc. Je suis repartie au bout d'1 an. Et à ce moment-là, on est en janvier 2020. Je sais que je vais reprendre donc en septembre 2021. On est en quelle année? On est en 2020. Non, je vais reprendre en septembre 2020. Voilà. En fait, en janvier 2020, je me fais coacher. Là, je sais qu'en septembre 2020, je vais reprendre un poste. Donc, je me dis, j'ai 9 mois. Il faut que dans 9 mois, je retourne dans l'éducation nationale, mais il faut déjà que j'ai un projet de sortie, quoi. Oui, et là, que tu changes aussi ton mindset, puisque tu étais… Exactement. Oui, tout à fait. C'est ça. Et que je change ma façon de voir les choses, c'est-à-dire que je me dise, OK, aujourd'hui, je ne reviens pas pour changer le système dans l'éducation nationale. Je reviens déjà en pensant à la sortie, mais je reviens aussi avec l'ambition de se dire que je vais faire du bon boulot quand même, quoi. Donc, je choisis l'endroit où je veux aller. Et là, à ce moment-là, je discute même avec des anciens parents d'élèves de l'école où j'étais quand j'ai quitté. Et je dis, oui, je vais reprendre dans l'éducation spécialisée. Puis là, je lui dis, tu sais, là, vraiment, les jeunes, de quoi ils ont besoin? Ils ont besoin d'amour, ils ont besoin qu'on soit bienveillant avec eux. Et ça, je suis capable de leur donner. Et là, ils me disent, non, mais attends, tu es capable de donner le reste aussi, hein. Mais moi, je m'étais tellement, à un moment donné, tu vois, j'avais tellement perdu confiance en me disant… j'y arrive pas, finalement, c'était pas ma place, alors que si, c'était ma place. Tu vois, j'en parlais encore hier avec mon conjoint, on parlait de la difficulté de changer de travail et la difficulté de se renouveler. Et parce que, bon, mon conjoint, il est pompier, donc en ce moment, tous les soignants vivent, tous ceux qui ont refusé, en tout cas, l'injection, sont suspendus, quoi. Et donc, pour certains, c'est très compliqué parce que tout d'un coup, ça leur est tombé dessus, en fait, de se dire, et qu'est-ce que je fais de ma vie? Il me dit, oui, mais toi, tu avais prévu ton truc. Je dis, non, mais arrête de dire que j'avais prévu, parce que moi aussi, ça m'est tombé dessus comme ça tout d'un coup. Moi, j'ai été accusée d'harceler une ATSEM. Donc, tout d'un coup, ça m'est tombé dessus, ce truc, je ne l'avais pas prévu. Et il a fallu que je rebondisse. Mais j'ai dit, à un moment donné, c'est soit on se positionne en tant que victime, ce que j'ai fait à ce moment-là, soit on essaie de voir ce que la vie nous envoie et les messages que la vie nous envoie. Parce qu'il y a une raison pourquoi on vit ces choses-là. Mais on peut rester dans une position de victime en disant c'est le gouvernement le responsable, c'est ma directrice d'école la responsable, c'est eux les méchants.
mais si on reste dans cet angle-là, en fait, on est juste une victime et donc on souffre et donc on attire à nous aussi des gens qui vont nous faire souffrir. Mais à ce moment-là, je ne comprends pas tout ça, en fait. Oui, oui, bien Et sûr. donc, quand je reviens dans l'éducation nationale, je me dis, je prends ma vie en main. Je décide de revenir, mais à aucun moment donné, je vais rendre qui que ce soit responsable de la situation dans laquelle je suis, quoi. Mais en janvier 2020, donc quand je travaille tout ça, mon mindset, quand je travaille avec ce coach-là pour trouver un autre sens à ma vie professionnelle, ce qui va beaucoup plus loin puisque ça impacte la vie personnelle, mais à ce moment-là, je pense à ma vie professionnelle, puis j'ai travaillé beaucoup le personnel dans l'année qui a précédé, depuis 2018-2019, et là vient à moi cette idée de créer un sommet. Ça me vient comme ça, au cours du coaching, au cours d'une méditation, où je lui dis, écoute Thierry, moi je veux créer un événement, parce que j'ai plein de choses à partager, mais ce que moi je sais ne va pas suffire en fait. Donc il faut que je m'associe avec d'autres personnes pour qu'on aille transmettre quelque chose autour, et c'est là que vient le terme d'écologie relationnelle. Parce que j'avais tellement souffert au niveau des relations, puis j'avais travaillé ça, donc tout aussi deux, trois petites choses dont je viens de parler, et ça dépassait bien sûr ça, hein, ça a impacté toutes les sphères de ma vie. Et je me dis, il faut que j'aille le partager, mais toute seule, je ne vais pas y arriver, quoi. Puis je n'ai pas suffisamment de ressources, de connaissances, de tout ça. Et donc vient l'idée du sommet qui donc germe dans ma tête en janvier 2020. En juillet 2020, je décide que vraiment je vais le faire, parce qu'entre-temps, j'ai rejoint l'Académie Zéro Limite, comme toi. Et donc, je mets 9 mois à le préparer, puisque je reprends un poste à ce moment-là. Donc, à ce moment-là, je suis en poste et en même temps, je prépare le sommet qui voit le jour, la première édition en avril 2021. Mais voilà, en fait, comment s'est passée la genèse de ce projet, et comme quoi, tu sais, c'est toujours quand on regarde après en arrière qu'on comprend tous les liens, qu'on peut relier tous les points. D'ailleurs, par rapport à l'Académie Zéro Limite et Martin Latulipe, c'est quand je travaille dans l'immobilier, que j'ai une formatrice en immobilier qui n'arrête pas de parler de son coach, Martin Latulipe, mais moi, je ne sais pas qui c'est à ce moment-là. Et c'est en janvier 2019 que je découvre Martin Latulipe. Mais si à ce moment-là, je ne pars pas dans l'immobilier, je ne découvre pas Martin Latulipe, je ne fais pas la Z, je ne suis pas là aujourd'hui, en fait. Oui, tout à fait. Tout est relié. Tout a un sens. Mais tu le vois par après, comme tu disais. C'est en regardant derrière que tu vois que mis bout à bout, ça fait la place que tu as aujourd'hui. Quand tu es dedans, tu ne t'en rends pas compte. Et à ce moment-là, quand je suis dans l'immobilier, que je pleure en me disant je ne vais pas y arriver, ça ne me convient pas, à ce moment-là, je ne comprends pas que ça a un sens que je passe par l'immobilier. Ça a un sens qui s'explique. Alors après, on y croit ou on n'y croit pas, hein, que ça a un sens. Mais moi, j'y crois qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Tout était, je ne vais pas dire que tout était écrit, hein, mais tout était, c'est tellement bien orchestré que ça nous dépasse, en fait. Des fois, on ne comprend pas. Mais j'ai envie, s'il y a des gens aujourd'hui qui se disent, qui nous écoutent et qui se disent, oui, mais j'ai 2 choix à faire. Je ne sais pas si je pars bosser là-dedans ou si je pars bosser là-dedans, mais j'ai envie de leur dire, mais choisissez-en un des deux. Parce que celui que vous allez choisir, vous ne savez pas pourquoi. C'est celui-là qu'il faut choisir. Et des fois, ça ne sera pas le bon, d'ailleurs, choix. Mais c'est parce qu'on va faire ce choix-là qu'on comprendra que c'est l'autre choix qui était le bon, mais surtout, ça va nous amener des rencontres. Parce que moi, c'est ce que ça m'a amené, en fait, d'aller dans l'immobilier. Aujourd'hui, Valérie, que tu connais bien, et qui est aujourd'hui mon assistante, qui est coach aussi, donc qui a son activité de coach par ailleurs, mais qui est aussi mon assistante, je l'ai rencontrée grâce à cette formation en immobilier. Waouh. J'adore ce genre de connexion et de petites, allez, un peu magouille de l'univers, tu vois. Tout est bien orchestré. Oui, c'est ça. Il te place des petites choses un peu partout. J'adore. Mais si toi, tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie, t'inquiète pas, il y a quelque chose de plus grand que toi qui est en train de tout orchestrer. Il faut juste pas résister à ça, en fait. Il ne faut pas résister à ça. Par contre, ça nécessite d'écouter aussi son intuition et d'écouter les signes de la vie. Et quand quelque chose est plus fort, quand on se dit, mais il faut que je fasse… Moi, honnêtement, partir dans l'immobilier, quand j'ai dit aux gens que j'allais bosser dans l'immobilier, personne n'a compris. Hein. Bon, mon conjoint, il s'est dit, si tu nous rapportes de l'argent, pourquoi pas.
Non, parce que je prenais une dispo, c'est-à-dire quand même un congé sans solde, donc on allait vivre que sur son salaire, donc ce qui n'était pas suffisant pour payer la maison et payer tout ce qu'on avait à payer. Donc voilà, pour lui, il me disait, écoute, vis ce que tu as à vivre, mais il faut que ça rapporte quand même de l'argent parce qu'il faut quand même qu'on paye notre maison. Mais après, il m'a fait confiance. Mais sinon, les autres gens, bon, mes parents n'ont pas compris, mais ça, c'est pas grave parce que je suis habituée à ce qu'ils ne comprennent pas mes choix. Mes amis mes amis me disaient, c'est quand même étrange parce que te connaissant et connaissant tes valeurs, je dis, mais c'est parce que vous avez une mauvaise image du monde de l'immobilier. Bon, ils n'avaient pas complètement... Excusez-moi, hein, tous les agents immobiliers ou mandataires immobiliers qui nous écoutent, vous êtes certainement de très belles personnes, mais avouez quand même qu'il y a certaines valeurs, des fois, dans l'immobilier, qui ne sont pas trop raccord avec quelque chose de très humain. Voilà. Bon, après, on peut essayer de changer le monde. Moi, j'ai essayé. Bon, ça n'a pas marché. Je dis non, je vais aller changer le monde ailleurs. Mais les gens ne comprenaient pas, en fait. Et je leur ai dit, mais ce n'est pas grave si vous ne comprenez pas, parce que moi non plus, je ne comprends pas exactement tout, mais il faut que j'y aille. Et c'était plus fort que moi, en fait. Je vais te dire, je ne me suis même pas posé la question s'il fallait que j'y aille ou pas. J'y suis allée. C'est ce qui était juste pour toi à ce moment-là, en fait. C'est tout. C'est ça. Donc, des fois, il ne faut pas trop chercher. Quand on a une idée... Alors, je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi. Quand je dis que voilà, il fallait absolument que j'aille ramener de l'argent parce qu'on avait besoin que je ramène de l'argent, on avait quand même 6 mois de... Tu vois, je pouvais tenir 6 mois sans argent. Je ne pouvais pas tenir beaucoup plus, hein, mais je pouvais tenir 6 mois. De toute façon, dans l'immobilier, il ne faut pas compter entrer de l'argent avant 6 mois, hein, parce que déjà, entre un compromis de vente et le moment où on a l'argent, déjà, il se passe 3 mois. Donc, et c'est ce qui s'est passé. J'ai commencé à gagner de l'argent au bout de 6 mois, sauf que je me suis fait arnaquer par le réseau dans lequel je travaillais. Ils ne m'ont pas payé. Donc, en fait, au bout de 6 mois, j'ai dû redémarrer tout à zéro. Non, au bout de 4 mois et demi, j'ai tout redémarré à zéro. Et donc, j'ai rajouté 6 mois. Donc, en fait, j'ai passé 10 mois sans argent. C'est pour ça que ça a été aussi un peu compliqué. Mais c'est la vie, et puis ça m'a fait vraiment comprendre tous ces défis relationnels que je pouvais vivre. Là, je me suis dit, ok, d'accord, c'est pas possible que l'univers m'envoie autant de merde relationnelle. Là, doit y avoir un truc à travailler, hein. Parce que avec mon conjoint, alors pas au moment où j'ai pris ma dispo, mais juste avant, c'était tendu. Avec mon fils qui avait 6 ans, c'était tendu. Avec certains collègues, c'était tendu. J'étais en conflit avec mon père. J'étais en conflit avec le maire pour lequel j'étais quand même adjointe. Et c'était tout partait en vrille au niveau relationnel. Le seul endroit où ça se passait bien, c'était avec mes amis. Je n'ai pas énormément d'amis, mais les amis proches que j'avais, voilà, avec eux, il n'y avait aucun souci. C'était déjà là où ça se passait bien. Sinon, tout pété. Mais il y a quelque chose aussi d'important que je ne t'ai pas dit, parce que je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. D'habitude, j'en parle, et d'habitude, c'est même le point de départ. Je pense aussi que les années passant... c'est pas que j'oublie cet événement-là, mais peut-être c'est plus facile pour moi aujourd'hui. Mais au moment où je suis dans cette année-là où je frise le burn-out et où je suis dans une situation compliquée, parce que faut dire que je suis accusée de harcèlement, on doit être au mois d'octobre ou novembre, tu vois, dans les premiers mois de l'année scolaire. Donc, il a fallu que je tienne toute l'année jusqu'à temps que j'ai ma mutation pour un poste de remplacement. Je me fais soutenir par les syndicats, par l'autonome de solidarité qui est l'assurance des enseignants. Enfin, je tente d'avoir du soutien que je n'obtiens pas vraiment parce que tout le monde me dit, en même temps, c'est ta parole contre la leur. Ok, d'accord, c'est ma parole contre la leur. On me conseille de demander une inspection pour que l'inspecteur vienne voir en classe comment je demande l'inspection. Je l'obtiens le 15 juin, l'inspection, 15 jours avant les vacances d'été, où de toute façon, j'ai déjà décidé que je partais. Je demande une enquête. L'inspecteur me dit, mais Madame Chastel, il n'y a pas besoin d'enquête parce qu'on connaît votre caractère, on vous croit tout à fait capable de faire ça. Puis si le maire a dit que, c'est que c'est comme ça. Et là, je dis, ok, d'accord, si ça ne va pas le faire en fait, quoi. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, et ce que me disent les syndicats autonomes, c'est peut-être que pour ta santé mentale, il faudrait peut-être que tu penses à changer d'école. Mais je lui dis, mais je ne suis pas en tort, pourquoi je vais changer d'école? Je n'ai pas fait ce dont on m'accuse. Donc moi, je demande une enquête. Je ne veux pas partir de cette école, je fais du super boulot, les parents sont contents, les enfants sont heureux, pourquoi je devrais partir? Pourquoi c'est moi qui dois partir? Donc tu vois, à ce moment-là,
je me positionne en tant que victime. Je vis une injustice. Et je dis, mais non, je ne veux pas partir, quoi. Je veux continuer à travailler dans cette école-là. Et à un moment donné, c'est plus possible, quoi. En janvier, je me dis, mais ça fait 2-3 mois que je lutte en essayant de demander une enquête, en faisant bonne figure auprès des parents d'élèves que tout va bien, parce qu'il ne fallait pas que je le dise. Mais à un moment donné, c'est l'école de mon village. Donc, pour te dire que j'ai des parents d'élèves, c'est aussi des amis. Donc, ça finit par se savoir, en fait, que je suis accusée de harcèlement. Et les gens tombent des nues, ils se disent, non, mais ils pètent les plombs, les autres, là, c'est pas possible. Donc, j'ai des parents d'élèves qui écrivent à l'inspecteur. Mais je ne leur demande même pas, hein. Ils écrivent à l'inspecteur pour dire « On vient d'apprendre que Madame Chassel est accusée de harcèlement, c'est inadmissible. » Parce qu'en plus, en maternelle, moi, je faisais beaucoup rentrer les parents dans la classe, on faisait des sortes… Enfin, je veux dire, tout le monde voyait bien que ce n'était pas possible ce dont j'étais accusée. Et donc, ils écrivent, plusieurs parents, je crois 4, 5, peut-être même plus, écrivent à l'inspecteur. Et l'inspecteur qui me dit « Madame Chassel, vous êtes très forte. Vous arrivez même à manipuler les parents d'élèves. » Et là, j'ai dit « Non, mais… » Non, mais là, en fait, je dis, je ne vais jamais m'en sortir, en fait, de cette affaire, quoi. Et là, je me dis, OK. Donc là, maintenant, il faut faire un choix. Encore une histoire de choix. C'est soit je reste dans cette école et donc je lutte contre, alors pas contre les parents, mais je lutte contre le système, je lutte contre la directrice d'école, le maire, l'inspecteur, et donc tous les jours, il faut que… je me remonte et que il faut que je sois forte et tout ça. Mais tu te coaches en fait tous les jours pour affronter ta journée avec eux. C'est ça, quoi. Et puis, arriver en ne montrant pas aux enfants que je ne vais pas bien, parce qu'ils ne sont pas responsables, en ne montrant pas à la plupart des parents que je ne vais pas bien, mais à un moment donné, j'en peux plus, quoi. Et ma collègue, donc Sylvie, avec qui je bosse vraiment en binôme à ce moment-là, parce que c'est une école primaire, ou donc primaire de la petite section au CM2, mais on est 2 sur le pôle maternel, en fait. Mais c'est dans la même école, et la directrice a les CP. Et elle n'apprécie pas, si tu veux, que nous, on fasse du super bon boulot avec notre pédagogie d'inspiration Montessori, parce qu'on lui passe la moitié des élèves, ils savent déjà lire. Et donc, elle a dit, non, mais là, c'est plus possible, parce que moi, ils savent tous lire, comment je fais maintenant? Tu vas différencier, ma grande, quoi. Tu vas faire ton travail d'enseignante, quoi. Et elle veut pas, elle, à ce moment-là. Elle veut faire comme elle fait depuis 20 ans. Elle veut faire le B à bas. On va apprendre aux enfants, B, A, ça fait bas. Et sauf qu'en pédagogie Montessori, tu ne travailles pas comme ça. Et nous, on lui passe plein d'enfants qui n'ont plus de blocage, et ça ne lui convient pas. Donc, voilà. Donc, c'est aussi l'origine du fait que pourquoi, à un moment donné, il fallait supprimer une des deux, soit Sylvie, soit moi. Il trouve que c'est tombé sur moi. Et là, si tu veux, je me dis, il faut que je dise à Sylvie que je vais partir. Parce qu'on s'était promis l'une l'autre que s'il y en avait une des deux qui décidait de partir, elle prévenait l'autre. Elle ne le faisait pas en douce pour laisser l'autre comme ça. Bon. Et là, je l'invite à un moment donné, à midi, à manger. Je dis, écoute Sylvie, il faut que je te dise, j'en peux plus, en fait. Je suis fatiguée de lutter, je n'ai plus d'énergie et je vais finir par y laisser ma santé, quoi. Et là, j'étais suivie par une psy à ce moment-là, j'avais eu ce besoin-là. Et elle m'avait dit, mais là, il va falloir que vous preniez soin de vous parce que vous allez finir par vous déclencher un cancer ou quelque chose qui va impacter votre santé. Là, ça me fait un choc, en fait, quoi. Et je me dis, OK, donc on ne peut pas lutter ad vitam aeternam comme ça. À un moment donné, il faut choisir une porte de sortie, il faut préserver sa santé. Là, je fais ma demande de mutation. Je fais ma demande de mutation au mois de mars, c'est l'année de mes 40 ans, j'ai 39 ans à ce moment-là. Au mois d'avril, j'envoie un message à mon beau-frère, donc le frère de Pascal, et je lui dis, là, je vais fêter mes 40 ans, je t'ai envoyé un mail pour t'inviter, on va faire ça en Dordogne, chez un ami qui a une super maison, piscine, machin, ça va être sympa, on va faire ça sur 3-4 jours. Mais je n'ai pas reçu de réponse à mon mail. Je lui dis, est-ce qu'il y a un souci? Comme il y avait des soucis dans la famille, je dis, mais sache que de la famille, il n'y a que toi qui es invité, il n'y a pas… Voilà. Et là, il me répond, écoute, je ne sais pas quoi te répondre parce que là, je suis à l'hôpital et ça a l'air d'être grave. Et donc, je ne sais pas où je serai fin août. On est au mois d'avril. Il n'est jamais ressorti de l'hôpital, en fait. Cancer foudroyant, 3 mois après, il est décédé, le 28 juillet 2017. Et là, c'est l'électrochoc pour moi. Je vais te dire que c'est ça le point de départ, en fait, de toute la suite. Parce qu'à ce moment-là, je me dis, OK, d'accord. En fait, là, la vie, elle peut s'arrêter du jour au lendemain.
C'est-à-dire qu'on peut, dans 3 mois, ne plus être là. C'est donc possible. Ça peut arriver, ce genre de choses. Parce que tu sais, tant que la mort n'est pas proche de toi, tu n'y crois pas, en fait. Même si on est adulte, la mort, c'est quelque chose qu'on se dit, c'est pour les personnes âgées, ou c'est d'une longue maladie, mais on ne peut pas partir en 3 mois. C'est inconcevable. Pour moi, c'est inconcevable. Mais là, ça me fait l'électrochoc. Et là, déjà, je me dis, OK, tu as eu raison de demander ta mutation. Parce que c'était peut-être toi qui partais 3 mois après, si tu ne la demandais pas, ta mutation, si tu ne prenais pas soin de ta santé. Et là, ça a été le déclencheur, en fait. Donc, je suis partie l'année d'après sur ce poste de remplaçante. Et puis, au départ, il y a le deuil à faire. Donc, au départ, je suis complètement perdue. J'ai goût à rien. Et c'est en janvier, après, où je commence à me dire, je vais partir dans l'immobilier, je vais retrouver de nouveau. Et je suis tout le temps dans cette idée de dire, à partir de maintenant, je vais aller vivre mes rêves. Parce que je ne sais pas combien de temps il me reste encore sur cette terre, que je ne veux pas avoir de regrets. Donc là, je me dis, je vais aller vivre mes rêves, mais le problème, c'est que je ne sais pas quels sont mes rêves. Je dis, je vais aller vivre mes rêves. Ben ouais, mais t'es bien gentil, quoi. C'est quoi tes rêves? Et je ne sais pas. C'est pour ça que je suis dans l'immobilier en me disant, je ne sais pas, mais je vais y aller, ça m'appelle, j'y vais. Et puis après, la suite, je viens de te la raconter. Mais c'est le déclencheur. C'est le déclencheur qui fait que je me dis, qu'est-ce que tu veux de ta vie, en fait? Tu veux qu'elle s'arrête comme ça et puis te dire, OK, je ne suis pas allée au bout? Ça s'est arrêté? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, de ce qui te reste, en fait, de ce qui te reste à vivre, que ça soit 3 semaines, 3 mois, 30 ans? Qu'est-ce que tu veux créer? Et comme on ne sait pas, ce qui nous reste à vivre, est-ce qu'on attend qu'il nous reste plus que 3 mois? Ou est-ce qu'on commence maintenant parce que peut-être dans 3 mois, c'est fini? Alors, je ne suis pas avec cette angoisse de mort tous les jours, hein, tu vois, je ne suis pas... mais cette mort-là, ce décès, ce départ de Patrick en 3 mois m'a fait prendre conscience que mais c'est maintenant qu'il faut aller vivre ses rêves. Il ne faut pas attendre. Et c'est pour ça que la 2e édition du Congrès d'écologie relationnelle, le thème, ça a été « Rêvez-vous ». C'est ce que j'allais dire, oui. C'est pour ça que j'ai fait ce thème-là. Et tu vois, et tout était lié aussi au départ de Patrick, parce que ce qui est assez étrange, et je m'en suis rendu compte au moment du premier congrès, c'est que le premier congrès, on a fait la soirée d'ouverture, c'était le 9 avril 2021, mais l'ouverture, les premières conférences, c'était le 10 avril 2021. Mais le 10 avril, c'est l'anniversaire de Patrick. Et je me suis rendu compte au 10 avril 2021 que c'était son anniversaire, quoi. Et là, ça m'a fait... J'ai dit, OK, donc tout a un sens, en fait. Et je sais qu'il veille sur nous, et je sais que voilà, qu'il est là avec nous, en fait. Parce que je le fais aussi, parce que je pense à lui, que je me dis, tu vois, ton départ, il a une... Je ne veux pas dire qu'il y avait une raison, hein, à son départ, mais en tout cas, on en fait quelque chose de beau aujourd'hui. Ouais. C'est que, voilà, moi, j'essaie de transmettre aux gens, mais n'attendez pas, en fait. Allez vivre vos rêves, faites vos choix, plantez-vous. De toute façon, tu sais, c'est quand on se plante qu'on pousse. Tout à Donc, fait. plantez-vous. Plus vous allez vous planter, plus vous allez grandir, quoi. En sécurité aussi. Ce n'est pas la peine de prendre des risques. Voilà. Après, ça dépend des gens. Moi, j'ai besoin d'un peu de sécurité quand même, puis en même temps de prendre des risques. Mais... Voilà. Et aujourd'hui, tu réalises aussi un tes rêves, puisque un tes rêves, quand tu étais enseignante, c'était de former. Et aujourd'hui, tu formes aussi, tu formes différemment, tu formes plus dans l'enseignement, mais tu formes des personnes à créer des sommets en ligne pour justement continuer l'élévation de la fréquence. Ouais. Ça, c'est aussi quelque chose que je pourrais dire aux personnes qui nous écoutent, peut-être qui sont dans un moment de reconversion professionnelle, tout ça, c'est que au moment où on se reconvertit, on a tendance à vouloir rayer le passé en se disant non, alors ça, c'est le passé, je ne fais plus ça. Donc au départ, moi, c'était OK, je quitte le monde de l'enseignement, maintenant, c'est plus le monde de l'enseignement, c'est... Mais en fait, si, parce que ce que tu dis, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand j'ai fait la paix avec le fait que oui, j'étais une enseignante, et que quand on est une enseignante à vie, parce qu'on a cette âme de transmettre, on a cette fibre de transmettre. Et quand j'ai créé le premier sommet, après, je me suis dit, mais en fait, pourquoi je ne pourrais pas aider les gens à créer des sommets?
Parce que là, je viens de le faire toute seule. Moi, j'ai appris avec personne, en fait. J'ai tout créé de A à Z, ma façon de faire, en m'inspirant, bien sûr. Je regardais ce que faisaient les autres, mais je n'ai pas pris quelqu'un qui m'expliquait comment faire un sommet. Mais je me dis, oh my God, toutes les étapes qu'il y a à faire, les gens ne réalisent pas le nombre de choses où des fois, 2 semaines après, je dis, oh, il y avait ça à faire, oh, il y avait ça à faire, oh, il y avait ça à faire, il y avait ça à faire, il y avait ça à faire. Donc, ça a été… Et là, je me suis dit, non, mais le nombre de personnes que j'entends qui disent… Non, mais créer un sommet, c'est facile, quoi. Tu fais des interviews, tu diffuses. Non, ça s'appelle une chaîne YouTube. Ça ne s'appelle pas un sommet, quoi. Ça ne s'appelle pas un sommet. Un sommet, ce n'est pas faire des vidéos et les diffuser. Non, un sommet, c'est comment tu peux faire un événement qui normalement se fait en présentiel et amener de l'engagement et de l'impact sur du distanciel. Parce que moi, je n'aime pas le virtuel, du en ligne, quoi. Enfin, je n'aime pas dire que c'est du virtuel, parce que pour moi, ce n'est pas du virtuel du tout. Justement, si on pense que c'est du virtuel, je pense qu'on se trompe, quoi. Donc, un sommet, c'est comment créer de l'engagement, comment attirer à nous des gens qui vont connecter, qui vont partager des valeurs, créer cette communauté avec les conférenciers, créer cette communauté avec des bénévoles, par exemple, des gens qui vont venir nous aider, nous donner du love bénévolement parce qu'ils croient en notre projet. Et toi, tu as fait partie de l'équipe des bénévoles, tu fais partie de l'équipe des bénévoles de mes congrès, parce que ce n'est pas fini. Et c'est tout ça, comment on crée tout ça. Et quand j'ai vu, si tu veux, que ça paraissait hyper simple de l'extérieur, mais que ça ne l'était pas du tout, je me suis dit, OK, là, je peux transmettre quelque chose. Parce que si on en revient à la question de départ, qui est que comment je fais pour élever les fréquences, j'ai bien compris que je n'y arriverais pas toute seule. Donc déjà, je m'entoure de personnes qui viennent participer au sommet avec moi. Mais je me dis, mais plus il y aura de gens qui vont créer des sommets que j'appelle haute fréquence, plus on va élever les fréquences de l'humanité. Donc moi, plus je vais former de gens à créer des sommets avec ces valeurs-là de connexion, d'élévation des fréquences. On n'est pas là pour créer un sommet juste pour une question de visibilité, pour augmenter notre liste d'adresses email. Ça, c'est une conséquence. Ça ne doit pas être le pourquoi. On ne fait pas un sommet pour devenir visible et pour avoir 3000 adresses email, 3000, 4000, 5000, ça dépend du sommet, dans sa base de données. C'est moi, si quelqu'un me dit « je veux faire un sommet pour ça », je dis « ok, je ne suis peut-être pas la bonne personne pour t'accompagner ». Ça va être une conséquence. Plus tu vas connecter à ton pourquoi, à ton envie de contribution, plus l'univers va t'envoyer ça. Mais si tu le fais pour ça au départ, prends un autre coach, quoi. Voilà. Donc moi, aujourd'hui, j'ai envie d'accompagner des gens à créer des sommets en ligne, alignés avec mes valeurs, parce que sinon, je ne peux pas, et qui ont envie de changer le monde. Et donc j'ai déjà une première cohorte que j'accompagne actuellement. Et là, je suis en train de revoir la formule qui va arriver d'ici fin avril 2022, une nouvelle formule où les gens vont pouvoir entrer comme ils le souhaitent, avec des modules préenregistrés, c'est-à-dire tout ce que je dis à tout le monde, ça sera préenregistré, puis après une présence hebdomadaire de questions-réponses et puis un accompagnement vraiment personnalisé. VIP. J'adore. J'adore. Dis-moi Virginie, si tu avais envie de transmettre encore juste une chose aux personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que ce serait? Si tu devais retenir qu'une seule chose. Ouais, c'est vraiment en lien avec ce départ de Patrick, c'est vraiment de se dire qu'est-ce que vous allez regretter quand ça sera la dernière minute, en fait. Est-ce que vous allez regretter des choses ou est-ce que vous allez regarder en arrière et vous dire je suis quand même fière j'étais pas parfaite, j'ai fait plein d'erreurs, j'ai déçu des gens, j'ai été en conflit avec des gens, mais est-ce que j'ai fait ma différence dans ce monde? Est-ce que je suis fière quand même de ce que j'ai fait? J'ai peut-être pas tout réalisé, mais si je check en fait tous mes rêves, je suis à combien? Est-ce que j'ai dépassé les 50%? Est-ce que j'ai gagné les élections de mes rêves ou est-ce que j'en ai réalisé que 10%? Voilà, c'est ça. Checkez vos rêves et mettez en place les actions. Il faut rêver et puis il faut passer à l'action. Donc, est-ce que vous allez avoir des regrets à la fin ou pas? Moi, je me dis que chaque jour, j'essaie de me dire est-ce que je suis fière de moi à la fin ou pas? Des fois, je ne suis pas très fière de moi. Je me dis demain, on va essayer de faire un peu mieux. Oui, c'est ça. C'est toi contre toi. C'est pas se comparer, c'est vraiment… Voilà.
voir… Non, et puis voilà, qu'est-ce que je peux faire pour être fière de moi? Pas qu'est-ce que les autres peuvent faire pour qu'ils soient fiers de moi ou pour que je sois fière. Non, qu'est-ce que je peux faire? Wow. Et donc, de partager, par exemple, sur cette interview, de partager ce qui m'anime, ben, je me dis, oui, il y a peut-être des gens à qui ça ne va pas plaire, il y a peut-être des gens à qui je ne vais pas plaire. Ce n'est pas grave. Est-ce que moi, je suis fière de moi? Je pense avoir été pleinement dans l'authenticité, tu vois, dans ce partage-là. Et les gens recevront ce qu'ils ont à recevoir et tout est OK. Mais mettre de la conscience, en fait, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on apporte au monde. Magnifique. Magnifique. Alors pour ceux qui nous écoutent, je vais mettre tous les liens pour rejoindre Virginie et tout ce qu'elle met en place. Je vous invite vraiment à participer au sommet. Alors là, le sommet il vient de se terminer, hein, celui de 2022, mais il y a d'autres choses qui vont venir. Donc restez vraiment en connexion avec Virginie pour voir ce qu'elle va nous préparer, parce qu'il y a de grandes choses à mon avis qui se préparent. Je vois déjà ses petits yeux pleins de paillettes. On n'attendra pas, je donne juste un indice, on n'attendra pas 2023 pour se retrouver. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que là maintenant, on n'attendra pas un an pour vivre un nouvel événement. Donc restez connectés. Oui, soyez à la Vous allez avoir des surprises d'ici peu de temps. Super, en tout cas, un tout grand merci Virginie d'avoir partagé toute ton histoire, tout ce que tu mets en place. Merci d'avoir été là. Les auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Et puis, je vous envoie plein d'amour. Et Virginie, je te dis à très vite. Prenez soin de vous. Plein d'amour à vous tous. Prenez soin de vous. Bye bye.